Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans le décryptage de ce dimanche avec notre consultant politique pour les E6. Bonsoir à vous, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous les téléspectateurs. Un plaisir donc de les retrouver sur cette tranche. Le plaisir est toujours partagé. Merci pour votre disponibilité, Agapit Napoléon Maforican. On va démarrer de suite, bien évidemment, avec notre traditionnel tour des plateaux de Dimanche c'est politique, donc de la matinée. Aujourd'hui, on a plus ou moins parlé d'IDH, de l'indice de développement humain, avec d'abord notre invité de l'entretien. Si je dois résumer, eh bien, il y a pas matière à faire polémique puisque ce rapport du PNUD qui a fait l'actualité cette semaine ne reflète que les chiffres connus, déjà je vais dire par le ministère du Plan et du Développement, Agapit Napoléon Maforican. Non seulement c'est des chiffres connus de ce ministère, donc là, il n'y a pas vraiment le problème, mais c'est des chiffres attendus, qu'on devrait attendre. Nous avions eu l'occasion de le dire le soir donc de la... En tout cas, la chronique, une des chroniques de la semaine. C'est-à-dire que on ne peut pas ignorer que ces 2 dernières années, le monde entier a connu une situation ou des situations qui, peu ou prou, impactent. Oui. Et impactent qui encore? Les pays comme les nôtres, qui sont déjà fragilisés par leur système, par leur développement, par leur géographie, par leur histoire, par leur... sont les plus vulnérables. Et dans ce lot, oui, le Bénin a reculé. Vous voyez, entre 58 et 60 points, on est autour de 2. C'est beaucoup sans doute, mais on a tenu. Et ça, dire qu'on a tenu, c'est pas qu'on a dominé, mais on a perdu bien, on a résisté, on a bien défendu. Et l'attaquant, on a perdu que par 1-0. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'au regard du péril annoncé, je pense que le Bénin a mieux fait que tenir. Après, maintenant, il faut repartir sur de nouvelles bases. Il faut repartir pour de bon. Certains vous diront que c'est peut-être des interprétations d'intellectuels. On a entendu le CA de Candie 3 sur le dialogue aujourd'hui qui disait que les Béninois ne mangent pas à 3 fois dans la journée, que ça reflète, ce rapport reflète réellement des conditions des populations. Agapit Napoléon Maforican. C'est vrai, le Béninois ne mange certainement pas, mais il parle de quel Béninois? Est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il peut nous dire quelle est la situation chez lui à Candie? Est-ce qu'il peut nous dire quelle est la situation dans les quartiers, dans les arrondissements? C'est le CA3. Il a plus ou moins donc, dit, oui. dans les villages. Il n'a qu'à faire parler sa population qui ne mange pas. Non, je ne suis pas. Le contradicteur lui a dit que lui, il était à Candie, mais il n'a pas vu la même population. C'est ce que je dis. Parce que moi, j'ai peut-être la chance de sillonner aussi. Le problème qui se pose, c'est que les gens interprètent à la place des autres. Quelqu'un me demande, mais est-ce que M. Maforican est dans Cotonou? Oui, je ne suis même pas dans Cotonou, je suis dans le Bénin. Je circule, je ne suis pas désorienté. Je suis dedans. C'est vrai. Tout coûte cher, ça c'est sûr. Mais la pauvreté ambiance, le dénuement total, l'indigence à la limite, la famine, que certains annoncent, n'est pas ça. Non, le Béninois ne vit peut-être pas très bien, mais il vit assez bien. Et ça, je peux dire, au regard des conditions dans lesquelles nous sommes, il faut que les intellectuels essayent donc de calvauder ou d'interpréter la réalité. On n'est pas encore... dans l'Eldorado ou non plus dans la GN que tout la GN c'est un peu c'est fort, hein, c'est fort quand même. Les gens, c'est comme si maintenant c'est la pauvreté, c'est la famine, que c'est non, on n'y est pas. Nous sommes quand même à 38,7%. Hein, quand je parle du taux de pauvreté, si je m'en tiens aux chiffres évoqués ce matin sur... Oui, vous savez le taux de pauvreté. Il est calculé comment? Mais qui est pauvre? Voilà la question. Lorsque je dors dans ma case au village dans laquelle j'ai grandi, avec les lampions qui m'éclairaient, je mangeais à ma faim. Je prenais mes repas réguliers. Mes parents veillaient à ce que je les prenne. Nous ne dormions pas à la Belle Étoile. Nous étions dans un village, dans une clôture de paille, éclairée à la lanterne et aux lampions. Mais on n'était pas pauvre. Alors la question de la pauvreté, c'est une donnée polysémique. Il y a les données des Nations Unies et il y a les données de la réalité. Donc lorsque vous faites les enquêtes des ménages là, il y a des indices des Nations Unies qui ne sont pas... L'homme pauvre, quand il est pauvre, il ne peut pas être heureux. Parce que quelque chose lui manque.
Alors, sillonner nos localités. Donc, il y a les données économiques, il y a les données sociologiques, et puis il y a les données réalité. C'est-à-dire que la réalité sur le terrain. Le mixage entre les données sociologiques et les données économiques peut sortir quelque chose. Les données sociologiques, quand le monsieur Oui, qui a un certain nombre de situations essaye d'aller labourer son champ. Les enfants servent à quoi? Les épouses servent à quoi? À l'accompagner, à l'aider. Il procrée, c'est vrai. On peut redire là-dessus. D'ailleurs, il y a une politique nationale qui est annoncée. Mais il y a une sorte de partage de rôle qui, lorsque vous l'analysez du point de vue institutionnel, Nations Unies, met les acteurs dans la précarité. Et donc, ils sont classés totalement parmi ceux qui sont en déphasage de la réalité économique, démographique ou de développement. Mais après, ils ont accès aux besoins fondamentaux. Se loger, se logent. Et parfois, la terre battue vous loge mieux que le... Voilà. Donc, ils se logent, ils se vêtent, ils se nourrissent, ils s'instruisent, voilà, ils se soignent. Parce que s'instruire, se soigner, l'État pourvoit. Il n'y a pas un village, il n'y a pas de ces gens de choses. Ça vous dit quoi? On ne peut pas dire que tout soit rose, mais ce n'est pas le terrain sombre. Alors, moi, je reviens à l'IDH. L'IDH a décrit une situation réaliste, à mon avis, liée au temps. Mais il y en a ceux qui le commentent mal. On ne va pas préciser que c'est dans tout le monde. Si on reste dans l'optique IDH, les gens mettent le bémol à ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'en disant, bon, il y en a qui prennent leur repas, ils prennent leur repas, on peut dire qu'ils sont heureux. Peut-être pas, parce qu'il y a des données auxquelles nous avons souscrit, étant en mesure d'être qualifiés ou d'être jugés, enfin, examinés par les Nations Unies ou par d'autres organismes. Alors nous souscrivons donc à un certain nombre de données, notamment l'indice de pauvreté, notamment l'indice le taux de mortalité, ou bien enfin, l'espérance de vie à la naissance, l'accès à l'éducation et le PIB par habitant. Voilà 3 données qui sont importantes et qui sont les plus impactantes dans le calcul donc, de l'IDH. Donc je pense que oui, il y a eu des situations liées à Covid-19, notre invité Adexi a été suffisamment clair là-dessus. Et après, il ne faudrait pas caricaturer non plus comme notre CA a pu le faire. Mais comme lui, il est au quota des populations, vous dira-t-il. Enfin, peut-être qu'il ne l'est pas autant peut-être qu'il ne l'est pas autant qu'on puisse le dire. Lui est peut-être là-bas, lui n'est peut-être Kakandi. Et même là encore, et même là encore, nous on est à des endroits plus larges et peut-être à Kandi aussi à des aspects de Kandi que lui il y aura. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des assurances c'est vrai que le rapport a dit 2019 à 21. Au-delà, est-ce qu'il y a des assurances qu'après il n'y aura pas un rapport qui va mettre notre pays parmi ceux qui sont vraiment pays à revenus faibles, Agapita Plumba? Pays à revenus faibles. Non, est-ce que nous sommes à revenus intermédiaires? Vous savez, les B+, les B stars, les annotations. Il faut déjà les classer. Vous savez, il y a plusieurs indices. Le Bénin, c'est parmi les pays pauvres, très endettés, PPTE. On ne fait pas. Il ne faut pas qu'on se leurre. On nous verra de très loin. Donc, notre rebond ne peut intervenir par disons, incantation. Ce n'est pas parce qu'on a serré les cheveux 2 ans que le rebond va commencer. C'est tout un mécanisme. Absolument, oui. Donc il faut que certains fondamentaux, certaines constances qui ont été ébranlées soient remises en l'état. Il faudrait que nous reprenions, que la valeur du travail, que la notion de travail redevienne une valeur, une vertu. Que les gens travaillent, ils travaillent sérieusement. Il faut déjà ça. Que nous travaillons pour produire. Et non, aller au boulot. Donc, je dis, je vais travailler pour dormir. Compter le temps. Et compter, voilà, exactement. Et peser dans le revenu de ceux qui travaillent. Parce que lorsque vous et moi, nous cessons de travailler, nous pesons sur l'État. Parce que nous sommes à un niveau aujourd'hui où nous sommes de gros consommateurs. Il y a nous, il y a nos familles, il y a tout ce que nous portons. Qui dépendent de nous d'une manière ou d'une autre. En cessant de travailler, nous grèvons tout ce monde sur le dos donc des autres
et donc de l'État. Mais est-ce qu'on cesse réellement de travailler à Agapit Napoléon Mafoiga? Oui, on cesse de travail travailler. peut mal le prendre. On cesse de travailler. Regardez les rapports par rapport à la mise en œuvre des nouveaux horaires de travail. Vous avez compris? Vous avez vu le taux de déperdition, comment ça s'est rétréci sérieusement. On ne travaillait pas. Est-ce qu'on travaille encore aujourd'hui beaucoup mieux qu'hier? On peut faire beaucoup mieux encore. Regardez, je vais vous donner un exemple. Dans une administration comme la petite celle-ci, que nous dirigeons par ailleurs, vous demandez aux gens de ne pas mettre le téléphone portable aux heures de travail. C'est un drame, par exemple. Les gens veulent porter leur téléphone portable. Vous appelez votre chauffeur, il a son téléphone portable en main. Il va vous expliquer que c'est parce que sa maman est malade, c'est parce que son enfant est malade, c'est parce que son épouse est malade. Mais il est au travail. Il est au travail. Si le travail nécessite le téléphone. Il doit travailler. Non. Votre chauffeur ne peut pas travailler avec le téléphone en main. C'est qu'un exemple peut-être, mais le cuisinier ne peut pas travailler avec le téléphone. Mais la secrétaire ne peut pas être au travail en votre présence avec le téléphone. Mais le rédacteur, il peut pas être en train de rédiger son texte et avoir le téléphone en main. C'est-à-dire que le médecin ne peut pas être en train de consulter et avoir son téléphone en main. Et ainsi de suite. Donnez-moi, est-ce que l'ingénieur peut être sur le terrain avec le téléphone? J'ai raconté. Il y a un accident d'avion qui est intervenu il y a quelques années parce que simplement l'aiguilleur qui était dans la tour de contrôle était distrait à envoyer des SMS. Et là, il a manqué de gérer des avions qui n'avaient pas de radar, en tout cas d'anciens types. Et il y a eu collisions qui ont fait tuer des enfants. Alors, donc, c'est dire que, rien que ça, les gens estiment que le téléphone est tellement normal qu'ils peuvent le porter partout en travaillant. Mais vous ne pouvez pas faire deux choses à la fois. Voilà pas un exemple tout simplement. Bien sûr. Le taux de déperdition du travail lié à l'usage, disons, déraisonné, à l'absence de discipline du téléphone portable, on ne peut pas le dire. Après l'Internet. À quoi sert l'Internet? L'Internet, si vous n'êtes pas... Dès que vous avez un bureau doté de connexion Internet, mais les gens passent le temps à naviguer, à envoyer des messages, à télécharger. Ils utilisent les données de l'entreprise pour le faire. Et vous ne pouvez pas sanctionner, mais on va utiliser les réseaux sociaux pour vous attaquer. C'est ça. Voilà le mécanisme, en fait. Donc, mais ceux qui ont inventé ces choses ne les ont pas inventées pour ça. Le téléphone portable, c'est ça une valeur. C'est de la connaissance. Vous vous déplacez avec une connaissance. Ça peut vous aider à définir un mot rapide, à trouver le genre d'un mot, à faire peut-être la concordance du temps, à trouver l'historique, à gérer une situation. Mais ici, non seulement vous ne le faites pas, mais vous l'utilisez pour chatter, pour envoyer des images parfois obscènes, pour perturber la personne qui travaille. Et donc, vous désœuvrez, vous déjà, en vous mettant en position de désœuvrer, donc doisif, impénitent, vous entraînez une kyrielle de personnes par vos messages groupés où vous allez raconter une histoire qui va faire rire, mais qui distrait celui qui est concentré, et ainsi de suite. On ne doit pas avoir le téléphone portable. Mais vous avez raison, Agapit Napoléon Mafoiga, d'autant plus que l'heure de travail est facturée. Donc, je pense que l'employé est bien dans son droit. On ne doit pas mettre le téléphone portable, par exemple. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Lorsqu'on travaille, si vous n'êtes pas dans une profession qui oblige à l'avoir, vous ne devrez pas. Ça devrait être une interdiction totale et un contrôle. Ça va accroître la production. Ça n'enlève de rien. Ainsi de suite. L'accès à l'Internet. On va dire, ah, mais le sous-développement, non, ce n'est pas une logique de sous-développement. Ailleurs, les gens mettent des intranets, les gens mettent des mesures qui contrôlent. Même les intranets, parfois, sont maîtrisés, sont paramétrés au point où aux heures du service, vous n'avez pas accès que vous ne puissiez pas sortir du réseau, vous restez à l'interne parce que vous en avez besoin pour travailler. Ici, comme on n'a pas ces balises, les gens, ça va à volo, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc c'était le prolongement par rapport aux efforts à fournir pour pouvoir améliorer. Donc je parle de la valeur travail. Après le travail, il faut la modernisation du système. Vous voyez, le gouvernement, lors du dernier conseil des ministres, a parlé d'ambulance. Oui, 188, je pense bien. Mais c'est pour améliorer l'espérance de vie. D'une manière ou d'une autre. Les mesures qui sont prises au niveau de projet Arche, les mesures qui sont prises au niveau de plusieurs autres projets. On avait eu la gratuité de la césarienne en temps. Tout ça là contribue à gérer la question de l'espérance de vie. L'accès à l'éducation, le Bénin est en plein dans les ODD. Le gouvernement s'y investit énormément. L'interlocuteur l'a dit, l'invité d'aujourd'hui. Alors, quand vous mettez tout ça ensemble, non, moi j'estime que
pour moi, avec le temps, et dans la constance des efforts actuels qui sont faits, dans tous les secteurs sociaux, je ne pense pas que le Bénin puisse péricliter, dégringoler. On va peut-être trembler des contingences et des conjonctures éventuelles. Vous voyez, il y a depuis un temps, il y a un mot que nous utilisons souvent, résilience. La résilience. Mais nous avons vécu. On vit la fermeture des frontières avec le Nigeria. Ce n'est pas si évident. On vit la limitation de circulation grâce à cause de l'insécurité à nos frontières dans les pays limitrophes. Oui. On a vécu la Covid-19. Oui. Nous vivons la crise de la soviétique. Et pourtant, on n'est pas le peuple le plus pauvre du monde. On n'est pas le plus malheureux. Ça grouille dans nos villes encore. Dans les grandes villes, ça grouille matin et soir. Ça bouge dans les villages. Tout au moins, les routes, les pistes, la lumière, l'eau sont des données constantes qui se multiplient, qui se modernisent, qui s'intensifient. Alors quand on a ça, on ne peut pas dire que nous soyons en mesure de péricliter. Après, il faudrait être constant dans les efforts, aussi bien du côté du gouvernement que de la population elle-même. Absolument, Agapit Napoléon Mafourican. Sur nos plateaux ce matin, s'il y a eu, on en a parlé également en politique, j'allais dire, notamment ces mouvements au sein de la classe politique, fusion, adhésion et autres. Focalisons-nous sur ce parti qui a encore connu, par exemple, beaucoup de démissions, surtout dans le plateau, je parle du BR. Au-delà de tout, Agapit Napoléon Mafourican, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un certain malaise au sein de cette formation politique, avant d'aller dans les détails? Bon, alors on ne va pas faire de la stigmatisation, parce que, ben, quand même, que direz-vous du FCBE dont le maire, quand même, le FCBE qui n'a pas beaucoup de maires, mais qui perd son maire d'une ville phare, comme Kandi, par exemple, que direz-vous du FCBE? Est-ce que sa situation est bonne? FCBE vous dira que c'est des débauchages. Si vous regardez même en termes de ratio, je ne pense pas que ce soit le BR qui est soit à plaindre. Parce qu'en réalité, le peu que FCBE a déjà est érodé. Il y a un problème. Enfin, on dirait même que le BR et le renouveau se partagent un peu le butin FCBE dans la commune de Kandi. Non, il y a à réfléchir, c'est vrai. Donc, est-ce qu'il y a un malaise au BR? Oui, sans doute, il y a un malaise. Et moi, je peux dire de mes yeux d'observateur, et que ça n'engage que moi, mais il y a un malaise de gouvernance. Je pense que le premier malaise du BR, c'est lié à la gouvernance. Je pense que le ministre d'État Biotchane est certainement un très bon ministre d'État, c'est sûr qu'au niveau du développement, mais je pense qu'il y a un problème de gouvernance de ce parti. De deux choses l'une, soit il n'a pas les mains pour gouverner le parti, soit il n'en a pas, je suis désolé, soit il n'en a pas la posture, la carrure. Je suis désolé de le dire, parce que j'ai un profond respect, un très grand respect pour le ministre d'État. Je le respecte énormément, je le connais depuis des années, je le vois. Au niveau du travail technique, il n'y a rien à dire, un ton d'admiration. Mais je suis désolé vraiment de le dire, et quand c'est lui, je le dis, de m'excuser vraiment de le dire. Mais c'est le regard que je porte sur ce parti. J'ai l'impression que soit il y a un problème, soit il n'a pas la main, soit il n'en a pas la carrure. Alors la main, pourquoi n'aurait-il pas la main? C'est un parti, le premier secrétaire national. Alors, vous voyez, quand le ministre Abimbola a été sanctionné, j'ai apprécié en disant... je me rappelle bien de... Voilà, j'estimais que c'est quand même une bonne chose. Inédit, pratiquement. C'est vraiment inédit. Il fait partie des 3 membres de la direction. Il fait partie des 3. Contrairement à l'UP, qui a un organe assez hiérarchisé, structuré, pyramidal, le BR a plutôt une structure plutôt soft. Assez simple, de 3 membres qui dirigeaient. C'était Abdoulaye Biotchane, c'était le ministre Abimbola et c'était le président Gouyan. Donc c'était les 3 au sommet. Puis après il y a les autres. Mais que le numéro 2 soit sanctionné. C'est inédit. C'est bien pour la réforme de cette parti. C'est un exemple pour les autres. Mais après, la gestion de tout ça. L'élément fondamental pour moi, c'est quand l'UDBN dit je m'en vais. Et on n'a rien fait. Et donc, c'est que l'UDBN fasse alliance. Parce que c'est une alliance qu'ils ont fait. Au mépris de la réglementation de la législation en vigueur. Parce que les gens du BR ont vu voir venir. On invitait toujours le parti. Ça ne les dérangeait pas. Et quand l'UDBN dit je suspends, on dit bon, mais ils n'ont qu'à partir. Ils n'apportent rien. Ils ne pèsent rien. Un point manage pour un parti, on peut mieux manager. Je pense.
Si je le dis humblement, hein, je le dis. Mais vous êtes analyste, vous êtes observateur. Je suis peut-être... enfin, je fais partie peut-être de ces gens-là qui parlent parce qu'ils ne sont pas encore aux actes. Mais je veux le dire quand même. Je me permets donc de le dire. Parce que j'ai le droit de le dire, donc je le dis. Je pense que ce parti a manqué à ces niveaux-là, à certains rendez-vous clés. La situation à Bimbola a été mal gérée. Ça a été mal géré au sein du parti, ça a été mal géré dans le plateau. Très mal géré dans le plateau. Et ce qui s'est passé au plateau, oui, c'était attendu. On peut dire que Abimbola a attendu pratiquement son heure. Il est parti avec tous les siens. Il est parti avec les siens. Je vous l'ai dit, rien pour le beurre dans le plateau. L'arithmétique, on ne peut pas se foutre, entre griffes, excusez-moi, hein, de l'arithmétique politique. Et derrière quelqu'un comme Abimbola, il fallait voir. Hein, lorsqu'on a fini de le sanctionner, c'était une suspension, non? Oui, c'était une suspension. Il fallait rapidement gérer. Ça n'a pas été rapidement géré. L'exemple était bien donné, mais après, il fallait bien gérer. Tant qu'ils sont membres du gouvernement, par ailleurs. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, regardez, celle pour qui Abimbola a été sanctionné a quitté le parti. Donc, claqué la porte. On va dire, avec ses raisons. Au moment où l'autre, le rival, est en train de discuter avec un ancien qui aurait pu être avec lui, bébé, elle adhère à un parti finissant pour retomber ensuite à l'UP. Vous connaissez, il y a l'adage en fond qui dit que, bon, je ne sais pas pourquoi elle est à Djanou, mais bon, on a toute la château par ici. À Djanou, Bekane, Boyibba. J'ai l'impression que ce parti-là, le BR, dans le plateau, a fait la politique totalement arithmétique nulle ou arithmétique boy, parce que vous l'avez déjà à Bimbola. Vous l'avez Karamate. Pour une situation donnée, il faut virer l'autre. Vous ne gérez pas les arrières. L'autre adhère à l'UP et en même temps bien reçu avec les gens de tapis rouge. Au moment où la deuxième, c'est avec qui vous tournez dos, et bien vous perdez sur toute la ligne. Je ne sais pas vraiment si c'est ça du bon management politique, on peut faire beaucoup mieux. UDBN, j'ai dit la même chose. UDBN a dit je suspends. Aucune action, au moins des tentatives. Vous savez, quand vous voulez faire divorce, au moins vous allez au tribunal, on dit bon, on tente la conciliation. En matière de conflit lié à la main-d'œuvre, on tente la conciliation, le règlement à l'amiable. Mais quand même, tentez au moins quelque chose pour qu'on sente que vous êtes. Mais quand des gens, députés même disent non, bon, nous, qu'à partir, ne nous apporte rien. Ça montre que ce n'est pas un parti. On peut faire mieux. Ouais, donc, malaise au BR, oui. Enfin, je ne sais pas si eux-mêmes ils sentent le malaise. Mais je pense qu'ils doivent le sentir, puisqu'on a vu le secrétaire général, M. Abdoulaye Biotchanou, le ministre Abdoulaye Biotchané, aller chez le patriarche Sefou Fagboron pour voir si le plateau, il y a encore matière à ressusciter des résidus. Médecin après la mort. Médecin après la mort. C'est-à-dire qu'il fallait flairer. Mais qui est le coordonnateur BR de la région? À quoi il sert, par exemple? C'est ça, quel est son poids politique? À quoi il laisse? Donc, c'est tout ça qu'il faut analyser. Le patriarche Fagboron, il peut faire quoi? Lorsque la base est ébranlée, vous ne pouvez rien. Général sans troupe, il ne peut rien. Est-ce qu'il a encore la manie des armes? Donc, on ne sait pas s'il peut encore tirer. Enfin, en tout cas, même si Lucien peut tirer, sans troupe, tu es vite assailli. Une équipe sans milieu de terrain, vous allez avoir un très bon gardien de but, une bonne défense. Si vous n'avez pas de milieu, les assauts répétés sur la défense vont finir par avoir raison du gardien de but. Donc, c'est évident que, à force de s'amuser, de banaliser, de jouer peut-être à l'amateurisme, ou de refuser de voir la réalité en face, le BR s'est fait prendre à son propre jeu et perd du terrain. J'espère qu'ils ne vont pas... Oui, il n'y a plus rien, on peut oser le dire, pratiquement plus rien dans la 21e. Dans le plateau, voilà, dans la 21e. Bien. Après, le BR est toujours là. Moi, je ne suis pas de ceux qui chantent derrière le requiem du BR. Ce n'est pas mon rôle. Et quand on analyse, pendant que certains partent, les autres arrivent. Heureusement, d'ailleurs. Donc, on peut dire, le BR vit bien, attention. En politique, l'arithmétique est une valeur importante. Parce que lorsque vous perdez un, il n'est peut-être que l'homme de lui-même, mais c'est un là. Mais ça voit dans l'urne, comme vous, comme moi. Donc si on peut dresser le tapis rouge à Fred Kouenou, qui retourne au Bercail, comme ça a été dit lors de son retour à OBR, il a une voix. Il n'a qu'une voix, comme d'autres. Peut-être qu'ils s'en vont. Comme certains de
l'UDBN dont on a banalisé l'apport. C'est ça le problème. Donc, est-ce qu'il y a un malaise au BR? Il n'y a que ceux qui sont à l'interne qui peuvent le dire. Mais de notre regard, il y a quelque chose qui se passe au BR. Il y a un manque. Il y a quelque chose de pas normal qui se passe au BR. Il y a un gros problème de management au BR. Il appartient au parti donc d'en tirer les conséquences. Maintenant, si j'estime que nous prêchons dans le désert, mais tant mieux. Tant mieux pour nous, enfin, tant mieux pour eux. Et les résultats électoraux vont nous fixer et voir un peu quel est son poids aujourd'hui. Quoique je pense que le BR va compter toujours et va rester toujours le deuxième parti du Bénin. Mais quelle chance pour ces démissionnaires, on va dire, Agapit Napoléon Bafouékan, puisque quand on quitte un parti INS pour un autre, c'est quand on a au moins, je vais dire, le besoin d'être positionné, repositionné. Est-ce qu'il y a des chances pour ces démissionnaires, comme je le demandais tout à l'heure, Agapit Napoléon Bafouékan? Je ne sais pas sur quelle base les négociations sont faites. Je ne sais pas qui a négocié quoi. Je ne sais pas ce que les gens attendent. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a que 107, c'est-à-dire 83 plus 24. Donc, il n'y a que 107 places à prendre en janvier. Alors, est-ce que les 107 places peuvent survivre à tous les mouvements? On verra bien. Les anciens membres, les nouveaux venus, ici et là, Fragada, comme on le dit. Même s'ils ont quitté notre parti, ils sont militants de dernière heure. Alors, ils reviennent dans une... vous savez dans quelles conditions ils ont négocié leur départ. Alors, donc, nous allons encore, comme je vous l'ai dit, le dépôt des listes des candidats va ouvrir encore une autre vague de réaction. Soit ça va fonctionner en sourdine jusqu'à la fin des élections, soit ça va exploser. Parce que l'implosion, lui, il est évident. C'est évident qu'il y a implosion, mais l'explosion, elle peut prendre du temps. Selon que les gens veuillent faire des pudeur en attendant les élections, où ils ont envie de tailler vite. Il est évident que tout ça va se jouer en ronronnement, en murmure, en silence, disons. Pour les plus discrets. Oui, enfin, de résignation. Sur les 3 années à venir, je vous ai dit, la réforme du système partisan, c'est parti sur 20 ans au moins. J'avais dit toujours 10 ans. Mais je repousse encore parce que c'est à cause de ça, justement. Vous savez, ce qui se passe nous renvoie au cause réel de cette réforme. C'est l'homme béninois, c'est tous ses intérêts. Mais bien avant de venir aux causes, rapidement, Agapit Napoléon Bafouékan, est-ce que cela ne frise pas aussi un peu de l'opportunisme? Puisque au moment où nous en sommes, justement, c'est inquiétant. Vous m'y amenez. C'est exactement, j'allais en arriver. D'accord. Mais attendez, mais pourquoi on a fait cette réforme? Tout le monde estime que non, c'est pas normal, on n'a plus de partis politiques, on a des clans politiques. Je vais vous rappeler la phrase de Aromandegbe, le doyen, le président Justin Tomati Aromandegbe, au moment où il prenait fonction comme doyen d'âge de la première législature de l'Assemblée nationale, le 4 avril. Non, le 1er avril. Le 1er avril 1991. Il disait, c'est l'heure des grandes manœuvres politiques. Et déjà, c'est la cacophonie des ambitions. C'est l'heure des grandes manœuvres politiques. Et déjà, c'est la cacophonie des ambitions. La cacophonie des ambitions. Elle était là depuis les années 40. Et lui, Justin Tomati en a souffert dans l'OME. La cacophonie des ambitions, il en a souffert en 59, en 58, 59, 60. Au moment où il fallait mettre en place l'Assemblée souveraine pour l'indépendance. Il en a souffert. Quand on a dit qu'il a décidé de faire disparaître les gens en plein jour, avant qu'il entre 61 et 63, avant de faire la coalition avec Apiti. Et avec Apiti, il en a souffert, il a reçu des coups, il en a donné. Bref, celui qui parlait de cacophonie des ambitions, c'est un connaisseur fin de notre histoire. Par ailleurs, c'est lui qui était au pouvoir en 72 quand les militaires sont allés lui arracher le pouvoir. Il en a vraiment vécu. Et pourtant, l'UDD d'Aromandegbe était le parti le plus national. C'est le parti qui radiait les voix, qui les raflait, enfin pas raflait, mais qui avait des présences pratiquement sur toute l'étendue du territoire national. J'ai connu des personnalités du Nord qui ont été des députés UDD. On peut dire rarement le contraire d'autres personnes. Monsieur Antoine Tokor, le papa de notre
Fresh. D'accord. Et par ailleurs, mon président, feu président Ali Zato, avec lequel j'ai été à la. Donc, je reviens un peu à une digression. Oui. Peut-être pour. Important, puisque c'est le prolongement de Voilà. tout ce qui se passe. Quand il parle de l'heure des grandes manœuvres politiques, et déjà c'est la cacophonie des ambitions. En 91, je disais, mais il se rappelait. Mais 30 ans après, on n'a pas évolué. La cacophonie des ambitions a conduit à la réforme du système partisan. Entre 91 et aujourd'hui, on est passé à trois lois, trois sur la question du système partisan pour régler le problème. Pas les deux tours de verrou, les 10% et le refus de l'alliance. Et c'est ça qui fait chanter, c'est ça qui fait courir les gens dans tous les sens aujourd'hui. C'est qu'on a trouvé la solution. La clé est presque trouvée, double verrou. Mais l'homme est toujours resté lui-même. Donc il essaye de s'en sortir. Là où il est bloqué, il tente de trouver. Donc aujourd'hui, c'est la ruée vers l'UP, le renouveau. C'est bien. L'UP, le renouveau incarne sans doute une certaine manière de gérer. Une certaine manière de voir l'avenir. Une certaine manière de pérenniser les acquis Patrice Talon. Comme le BR d'ailleurs. Ces deux partis, sans doute, avec deux gouvernances différentes, deux systèmes différents, offrent. Mais tout ces mouvements que vous voyez, c'est pour pas le bien-être des partis et pas pour le renforcement des systèmes partisans. C'est pour les individus qui font ces mouvements-là. Mais après, ce qui est intéressant dans l'affaire, l'opportunisme dont vous parlez. Oui, il y a de l'opportunisme. Mais la politique elle-même, elle est opportunisme. Après, il faut que chacun se définisse son sens d'éthique, son centre d'éthique. Si on parle d'opportunisme, Agapit Napoléon Bafouika, on ne peut plus parler d'éthique normalement. On ne peut pas refuser à tous le droit d'exprimer une certaine éthique en politique. Certains le font. C'est peut-être pas si visible. C'est peut-être pas si probant. Mais il y en a qui sont porteurs d'idéaux. Pour ne pas faire de jaloux, je vais quand même dire tout au moins les communistes. Tout au moins les communistes. Enfin, le PCD, le PCB. On peut au moins dire ça. Mais il y en a d'autres. Des militants, des personnalités. Même dans notre classe politique, on peut dire qu'ils sont porteurs de certaines petites vertus. Donc, et un peu d'éthique. Mais après, le système même est ouvert pour ça. Vous pouvez vous promener dedans. Même aux États-Unis. Même aux États-Unis où il n'y a que deux partis que vous voyez. Mais ce n'est pas deux partis qui travaillent. Il y a plein de petits partis, de mouvements. Mais après, vous ne pouvez vous ranger que sous les deux. C'est ce qui va se passer progressivement chez nous. On aura peut-être deux ou trois. Ou peut-être 4. Au plus. Dans lesquels ça va tourner. Donc, ça tourne autour de l'UP. C'est au niveau je pense que c'est au niveau des partis politiques que la gouvernance doit être structurée. Et c'est pour ça que je salue ce qui se passe au niveau de l'UP. Là, on a l'impression d'une gouvernance structurée. On a envie d'y aller, d'y être. On va faire. C'est plutôt le système rêvé. Après, bien, le BR a tout le temps de monter aussi son schéma. Il n'est pas encore trop tard pour le BR. Peut-être c'est la saignée, mais demain, on ne sait pas si ça va s'améliorer. La qualité de la saignée, on ne peut l'apprécier que lors des élections. Puisque vous savez, c'est le terrain qui commande. Absolument. Comme j'ai dit, moi j'ai parlé de la qualité de la gouvernance au BR, mais après, je dis toujours que c'est à eux de démontrer lors des élections qu'ils sont encore là. Mais ils peuvent encore refaire, se donner aujourd'hui leur dynamique, leur logique. Si des gens disent, mais pourquoi le chef d'État n'intervient pas dans cette problématique majeure. Mais ça marche. On ne peut pas intervenir dans ce qui marche. Apparemment, si on a dit le chef d'État intervient, je ne pense pas que c'est le chef d'État qui a demandé à Kara de quitter. Et ben là, je ne sais pas si c'est le chef d'État qui a demandé au père d'aller. Non, je pense humblement, je peux me tromper, que l'intervention du chef d'État n'a pu avoir lieu qu'au niveau de PRD. Je pense, je ne sais même pas si ça a été le cas. Je peux faire amende honorable, c'est de ma position. J'imagine que oui, il y a eu intervention du chef de l'État. Ça peut ne pas être le cas. Donc, opportunisme, oui, il y en a. Mais ce n'est pas pour nuire au système. Donc, vous persistez à dire que ce système marche, quand bien même il y a ces remue-ménages. Pour moi, c'est ce qu'il fallait faire. Ce système, il marche. Il a de belles perspectives devant lui. De belles perspectives. Vous allez voir, ces élections qui viennent ne vont pas consacrer 5 partis à l'Assemblée nationale. Non, du tout. Là où, avec ce que nous voyons là, ils ne seront pas plus de 3. Ils ne seront pas plus de 3.
Bon, on ne va pas faire le calcul là. Non, tout de non, suite. non, non, on ne fera pas le calcul. Et je ne veux même pas me permettre de citer. Mais ils ne seront pas plus de 3. Avec ce qui se passe aujourd'hui, ils ne seront pas plus de 3. Et là où les gens qui parlaient de parti, c'est à moi, vont se tromper. Non, mais on s'y trompe déjà. Nous aussi, voilà. Justement, Parce qu'ils voient déjà la différence, ça va se renforcer. Et je me demande si l'un ne sera pas finalement le parti d'opposition attendu. Et l'autre transformé. Enfin, non, mais avant vous 2026. voyez, au départ, vous partez tous du même départ. Vous voyez, lors des courses, les courses, les relais et autres, là, vous démarrez. Bien sûr. Le système partisan, c'est un peu comme course relais. Vous démarrez ensemble. Mais après, ça dépend de votre vitesse. Et de relais maintenant, de donner le maillet à celui qui est devant vous. Mais lui, s'il prend, est-ce qu'il a la constance dans l'effort pour gagner déjà ce que vous avez, les acquis que vous avez laissés. Et celui qui reprend aussi. S'il ne va pas laisser les lacunes. C'est un relais. Donc, UP et le BR ont démarré presque ensemble. Hein, dans un nouveau système, un nouveau schéma, une nouvelle vision portée par le président Patrice Talon. Mais après, il faut se combattre parce qu'on parle de la conquête et d'exercice du pouvoir. Et deux partis ne peuvent pas conquérir ensemble le même pouvoir. En 2026, l'UP aura son candidat, le BR aura son candidat. Alors déjà, il devient opposant. Et donc, l'un va devenir parti d'opposition. Et peut-être les autres, tout ça va fusionner. Mais lorsque vous voyez la NRA, la nouvelle alliance. C'est bien ça. Tenter un flirt. Parce qu'on en parle, mais bon. Mais apparemment, il y a... C'est pratiquement acquis, puisqu'ils n'attendent qu'à aller en congrès pour valider ou non. C'est le congrès qui décide. Alors, on tombe des nues, non? On tombe des nues. Bien sûr. Donc ça se chamboule. Parce que ceux qui hier, c'est vrai, ils étaient avec la FCBE, mais pour des raisons, pour d'autres, ils ont quitté la FCBE. Aujourd'hui, c'est eux qui rejoignent la mouvance. Ils vont rapidement la mouvance. Alors que la FCBE est toujours dans l'opposition. Donc, c'est pour vous dire qu'on n'a pas encore vu le bout. On a encore des rebondissements à attendre. Suivre. Mais si ça donne une raison à certains, si ça donne l'occasion à certains de dire que c'est ça la limite du système, de la réforme du système, non, c'est ça qui valide la réforme. C'est parce que justement, à l'heure des grandes manœuvres politiques, il y a toujours cette cacophonie des ambitions que le législateur, que l'homme de vision a amené le législateur à mettre tant de balises pour que désormais, même si ça bouge en bas, ça se chamboule, ça tourne, vous tournez, vous-même, vous faites le tour de tous les partis politiques, vous ne pouvez pas, il faut qu'il y ait un coup de tête partir. Vous finirez par avoir des limites de vos mouvements. Donc, bougez seulement, bougez autant que vous puissiez, faites circuler dans les partis, mais vous serez limité parce que si la finalité, c'est la conquête de l'exercice du pouvoir, vous ne pouvez pas avoir des marges continues. Mais pour ne pas faire cette réforme à laquelle vous tenez tant, Agapit Napoléon Mafoika, on peut mettre toujours d'autres balises pour empêcher un peu ce que moi j'appelle peut-être transhumance actuelle, parce que ça n'honore pas peut-être notre classe politique, quand bien même on soit en politique, Agapit Napoléon. Vous avez, à force de mettre trop de balises, on risque d'enfermer le militant. Voilà. Maintenant, il faut que voyez, on aura 3 années à interroger les pratiques et la loi. Il faudrait qu'on le fasse. Après 2023, après avril, dans un an par exemple, nous sommes dans une phase de ventre mou politique. Nous serons dans une phase au moins de 2 années sans élection. Donc, une phase de restructuration, de mise au point, de correction. Vous savez, dans un processus de changement, il y a plusieurs étapes. Bien sûr. Il faut mettre derrière la coalition. Il faut déjà implémenter le changement. Et maintenant, il faut le suivre. Soit on fait un réglage, parce que l'édifice, on en fait des réglages. Et après on voit que non, mais malgré les réglages, il y a toujours, on passe un peu aller jusqu'à la restructuration du système. Je pense qu'on aura le temps, entre 2023 et 2025, de questionner les pratiques. Et peut-être d'arranger des détails. Pas de créer de nouvelles situations encore, mais de régler. Par exemple, on a dit, celui qui a même démissionné, la personne, c'est toujours le parti qui est dominant. Oui, au niveau de la mairie. Vous restez membre du parti. Non, vous partez, mais le parti garde toujours sa majorité. Parce que l'élection les résultats qui ont été consacrés ont
donner tel chiffre. Mais ça, c'est fictif. Oui. C'est virtuel. L'individu porte les voix. Les voix ne sont pas collées au parti. Le système d'élection, de liste que nous avons, auquel on a opté, fait que celui qui veut voter Angèle, même si elle est numéro 3, sont obligés de voter Maforikan qui est à la tête de liste. Oui. C'est ça le problème. Donc, si Maforikan s'en va, peut-être sans les voix d'Angèle qui restent, mais il y en a qui ont voté pour lui aussi. C'est sûr qu'il y a une fragilisation d'une manière ou d'une autre. Si on maintient la situation, c'était pour décourager, mais ça crée toujours. Donc, les avantages liés au parti peuvent continuer à lui être dus, ça c'est pas un problème. Mais après, il faut statuer sur l'individu. Il faut statuer, il faut trouver le mécanisme, sans restreindre l'individu, mais créer des situations, lui montrer quand même ce à quoi il s'expose. Je ne pense pas que ce soit normal, que ce soit bien, que les élites en place changent de parti aussi facilement. Un maire qui quitte son parti pour un autre, je trouve que c'est difficile. L'idéal aurait été de démissionner de ce poste. On n'a pas la culture de démission sur nos sols. Parce que qu'est-ce qui va se passer, je ne sais pas si, mais en décidant de quitter, de changer de poste, enfin, de soutenir des changer de parti, la direction du FCBE, je ne sais pas ce qu'elle dit, mais bon, quand le parti est déchiqueté dans la région, sinon, dépiécé, sinon la direction peut être amenée à dire je change la tête. Je dis, enfin, n'importe quoi, mais donc ça suppose quoi? Il faut vraiment réfléchir au réglage, aux restructurations à faire pour que d'ici 2026, on ait. Au fur et à mesure, on doit régler. On doit régler pour qu'on finisse par avoir quand même quelque chose d'assez correct. On ne peut jamais avoir quelque chose de parfait, mais au moins d'assez correct en la matière pour un minimum, je dis un minimum d'éthique. Oui, on a parlé tout à l'heure de l'Union progressiste, le renouveau, qui semble plus ou moins engraissé au risque d'aller à l'obésité pratiquement. Agapit Napoléon Bafoué, qu'ensuite tout le monde se rue vers cette formation politique, peut-être par sa gestion. Est-ce qu'on ne va pas arriver à un schéma où tout le monde est dans la mouvance et le débat sera un peu biaisé? Non, tout le monde dans la mouvance, le débat ne sera pas biaisé. Après, tout le monde ne sera pas satisfait. Si on encense tous, qui va critiquer? Non, tout le monde ne sera pas satisfait. Et donc, vous savez, le Dahomey est devenu béninois. Là, c'est l'heure des grandes manœuvres politiques. Et déjà, c'est la cacophonie des ambitions. Même à l'interne des partis, il y aura la cacophonie des ambitions. Donc, ne créez rien. Il n'y a rien à craindre. Il y aura ceux qui sont satisfaits. Il y aura les déçus. Les déçus vont finir par donner de la voix. Et donc, du coup, je dis, il y aura l'implosion. Il y aura l'explosion. L'implosion va précéder l'explosion. Mais il y en aura toujours. Et donc, il n'y a rien à craindre. Et comme je vous dis, le BR est là. Au pire, le BR sera le parti d'opposition. Je dis au pire. Bien sûr. Parce qu'en 2023, en 2026, ils n'auront jamais le même candidat. En tout cas, les chances ou les risques qu'ils aient le même candidat sont tellement réduits. Parce que l'homme de transition n'étant plus là, chacun d'eux ira. Oui, il fera son choix au moment. Il fera son choix dans son camp. Et donc, il y aura un deuxième. Et donc, il y aura un opposant à la fin. Donc, pour moi, je n'ai aucun doute. Je pense que nous sommes sur la marche est tracée, la ligne est tracée. Et ça se déroule presque comme, en tout cas, personnellement, comme je l'avais imaginé. Oui, vous l'avez dit que tout ce qui se profile là, en ce moment, c'est pour 2026. Et je crois que le temps passant, on verra clair dans cette situation. Alors, Agapit Napoléon Bafoué, quand on va aborder une autre situation, celle qui a prévalu, je vais dire au sein du conseil communal d'Abomey-Calavi municipal, plutôt d'Abomey-Calavi cette semaine, quand bien même ça s'est tassé, il y a eu une situation où on doit plutôt élire les présidents du conseil de supervision des communes, mais le préfet a préféré faire une désignation, prétextant que c'est ce qui se fait partout actuellement. Est-ce que l'autorité a le droit de déroger à ce que dit la loi, Agapit Napoléon Bafoué? Oui, un préfet n'a pas préféré. Il a dû recevoir des instructions. C'est la première chose. Ensuite, la question a été réglée d'elle-même. Ce qui faisait du bruit, c'est quand même les membres siégeants dans les conseils communaux, sur toutes les territoires nationaux. Donc, ici, il y a peut-être l'UP, le renouveau qui est majoritaire. Mais les autres membres, c'est le BR ou le FCBE. Mais alors, qu'est-ce qu'ils font
là où le BR est majoritaire, ils font la même chose. Ils font la même chose. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui... C'est ça qui crée un certain malaise dans les populations. Parce que les mêmes qui font la même chose ailleurs dénoncent la même chose ailleurs. L'option n'est pas bonne puisque la loi dit élire en réalité Agapit Napoléon Mafoika. Je pense qu'il va falloir... Ça va pas des réglages dont je parle. Ça va être des réglages. Ce qui s'est passé en 2020 par rapport à cette affaire de loi d'habilité... explicative et corrective. Et surtout corrective. Qui fait que c'est les états-majors politiques qui désignent le maire. Je pense qu'il faut trouver le mécanisme. Pour moi, c'est simple. C'est déjà à la candidature que le maire doit être connu. Donc, c'est que tel X est porteur de la liste dans tel arrondissement. Tel X est porteur de la liste dans tel... Ça permet en même temps à l'électeur de savoir qui est son maire, en lisant la majorité. Le fait de désigner ne donne pas toute la satisfaction qu'il faut. Mais bon, c'est peut-être une phase transitoire. Ensuite, ce qui s'est passé, non, on a dit élection. Il ne faudrait pas que la déviation s'étale à toutes les... C'est l'impression qu'on a justement, et c'est ce que fustige les conseillers. On a dit élection, on n'a pas dit déviation. Je pense que si la loi veut la déviation, ils n'ont qu'à le dire clairement, en corrigeant la loi et en mettant déviation, pour que ce soit très clair. Déviation par les partis majoritaire dans une commune, il peut le dire clairement. C'est le législateur qui fait la loi. Et ça n'aurait pas été en contradiction avec quoi que ce soit. Donc, c'est à eux de voir. Mais ils n'ont qu'à dire, s'ils veulent déviation, ils n'ont qu'à dire déviation. S'ils veulent élection, ils n'ont qu'à dire élection. Mais la situation de 2020 déjà n'était pas la bonne. Parce que, au moins, la loi collective est venue régler ça. Mais alors, l'étendre aujourd'hui, là où une autre loi parle d'élection et que le décret d'application, je pense qu'il y a un problème. Il va falloir le régler. C'est peut-être pas le maire, le préfet qui sont en cause. C'est peut-être toute l'interprétation du départ qui a été faussée. Peut-être que les éclairages du ministre de la décentralisation sont vraiment utiles pour pouvoir situer l'opinion sur ce sujet. Quand même, en tout cas, les partis politiques ont entendu finalement. C'est l'option de désignation qui a été retenue. Donc il va falloir peut-être corriger la loi ou bien, corriger la loi ou faire établi par une jurisprudence de la Cour suprême ou bien des chambres administratives, que c'est déjà bien comme ça. Je pense qu'il y a le contentieux que quelqu'un peut bien saisir ces juridictions pour avoir au moins une décision qui permet aux dirigeants de savoir que c'est comme ça. Et donc ça permettra de ne plus revenir sur le sujet. Voilà. Mais il est important quand même que les choses soient bien clarifiées pour que ça n'embrouille pas le citoyen lambda, pour que ça n'embrouille pas le juriste non plus, que ça n'embrouille pas l'analyste. Voilà. Alors, Agapit Napoléon Mafoika, on va aborder deux sujets maintenant pour clore ce décryptage. Le premier, l'installation des membres de l'autorité de régulation du secteur de la santé cette semaine. Leur cahier de charge est assez lourd, mais principalement, ils ont entre autres pour mission de veiller à une offre de soins de qualité sur l'ensemble du territoire national et de définir les normes de qualité pour le secteur. Ma question, quand vous lisez un peu le décret qui fixe les attributions de l'ARS et celui du ministère de la Santé, y a-t-il pas à craindre ou n'y a-t-il pas à craindre un conflit d'intérêts entre ces deux organes, Agapit Napoléon Mafoika? Non, il n'y a pas de conflit possible dans la mesure où l'autorité de régulation n'est pas une autorité exécutive. C'est une autorité de conseil. C'est une autorité de réglementation. C'est une autorité de surveillance. Mais ce n'est pas une autorité exécutive d'opération. L'opérationnalité, c'est le ministère, c'est l'exécutif. Alors, si l'exécutif lui-même, titulaire de son ministère, décide de mettre en place une régulation, vous comprenez que c'est pour mieux servir les populations. Donc, ça ne peut pas être encore en cacophonie ou en conflit d'intérêts, ça ne peut qu'être en complément. Et ça, c'est pour le bien de l'usager du secteur de la santé. Tout comme le Conseil national de l'éducation l'est pour le secteur, je pense que l'autorité de régulation l'est pour la santé. Il en faut, et c'est heureux que cela soit mis en place. C'est du domaine, vous avez la fonction de cet organe est multisectoriel, notamment dans le renforcement des soins de qualité. Dans le renforcement des soins de qualité. Oui. Donc sinon, des prestations de qualité dans le domaine sanitaire. Et ça, c'est quand même... Nous parlions tout à l'heure de l'IDH, nous parlons de l'espérance de vie à la naissance, tout ça fait partie également de cela. Donc je ne pense pas que ça puisse être quelque raison pour le conflit. Mais dans les hommes, oui, entre des hommes, il peut se créer des moments de tension. C'est l'État. L'État sera quelle situation
comment gérer la situation. Et en matière d'hiérarchie, lequel des deux organes vient en premier? Non, personne n'est il n'y a pas de... L'autorité de régulation prime sur l'exécutif. C'est-à-dire que l'autorité de régulation donne des avis. Maintenant, elle n'est pas opérationnelle. Donc, ça peut donner des avis pendant que l'opérationnel continue d'opérationnaliser. Il appartient à l'État qui a mis en place de jouer à la cohérence. Parce que l'autorité de régulation ne peut pas stopper le ministère. Et le ministère ne peut pas dissoudre l'autorité de régulation. Donc, je pense qu'il y a simplement qu'à veiller, à souhaiter qu'il y ait une sorte d'entente, de bonne gestion des rapports entre les deux structures. Et je pense bien que l'autorité a été placée sous la présidence, je crois bien. Oui, donc, oui, je pense que ça a été devant le président de la République. Donc, vous comprenez. Et le ministre de la Santé, le ministère de la Santé a été librement créé par le chef de l'État, chef du gouvernement, qui fixe les attributions de ministres qui met fin à leurs fonctions. Voilà. Alors, le dernier sujet, c'est celui qu'on aime bien ou celui qui vous tient plus ou moins à cœur parce que c'est inédit. Je parle de l'inhumation de la reine Elisabeth II, Agapit Napoléon Mafourican. Voilà, nous sommes, je vais dire, à l'apogée. Ça me fascine. Ça me fascine parce que je regarde ce qui passe en Grande-Bretagne comme une situation ubuesque. Il fallait une reine qui n'est élue par personne, qui n'a aucune légitimité avérée par une loi, dans un pays qui n'a même pas de constitution. Mais ça tourne sur la base des règles coutumières, mais des règles bien établies, achalandées, cohérentes. Et même lorsque les gens qui critiquent la reine, regardez, mais tout est comme sur des roulettes. Alors, ça doit donner à réfléchir à nos pays africains. Nous qui jetons le bébé avec l'eau de bain, les Britanniques sont fiers de leur système. Mais j'ai eu à dire que si la reine était un Africain, dans un pays d'Afrique, ayant été reine ou roi dans un pays d'Afrique, avec tant de longévité, on n'aurait pas de dictature. On n'aurait pas de confiscation de pouvoir. On n'aurait pas de monopole de pouvoir. Mais la monarchie, c'est le monopole, justement. Oui, et pourtant, la Grande-Bretagne est une démocratie, avec plusieurs pays d'ailleurs. Vous regardez en Irlande du Nord, où même le mouvement séparatiste est actif, avec les Sinn Féin qui ne sont pas trop dans la dynamique de l'autorité royale. Mais malgré ça, la solennité de la procession interpays de la dépouille royale, la procession interpays, elle a été bien accueillie. Le roi Charles III a bien accueilli. Il a même pu une ovation et autographié à serrer des mains à Belfast. C'est inimaginable. Donc, ce qui me fascine est là. Je pense que nous devons... La tradition est importante. Les valeurs. C'est ce qu'on retient de cette couronne, la tradition. Je pense que ce pays, la Grande-Bretagne, fascine. Parce que ça déroule. Et ça offre au monde entier une belle image d'un royaume qui tient ses valeurs, d'un royaume qui a ses valeurs, qui y tient, même si de temps en temps, il y a de petits grincements et de petits réglages, parfois contestables. La Grande-Bretagne a encore la dynamique. Je pense que c'est une histoire à raconter et dont nous devons nous inspirer, nous, nos pays africains, pour ne pas nous laisser distraire par certaines cloches dissonantes peut-être, faire nous, parce que ce n'est pas des cloches au son desquelles nous giclions, mais sous le bruit desquelles on nous expose aujourd'hui, sous prétexte d'une certaine démocratie. Alors, Cameroun Yaya a parlé en son temps de la dictature du développement. Il a été clair, il faut rectifier la démocratie. Les gens ont crié parce que il y a des orthodoxes d'un système qu'ils maîtrisent mal. Il y a même dit démocratie d'escafé aussi. Oui, voilà. Donc, il a encore utilisé l'expression. Voilà. Mais il y a quand même les orthodoxes d'un système mal conçu, mal compris. Mais comme ils se mangent, ils se rassasient en répétant les mêmes monologues en démocratie, démocratie, droit de l'homme, démocratie. On y va sans réellement mettre les contenus qu'il fallait mettre. Une démocratie qui ne peut pas produire de la valeur n'en est pas une. Où on ne peut pas faire des élections où tout le monde est d'accord, n'en est pas une. Tu ne peux pas mettre des gens au travail pour qu'on produise les richesses avec lesquelles on peut, disons, nous rendre autonomes, durablement
développer. C'est quand même une illusion. Et ainsi de suite. Je pense que la Grande-Bretagne nous donne, à travers la mort de la reine, une belle image de sa monarchie. Je ne demande pas qu'on nous retournions à la monarchie. Mais nous pouvons mieux réfléchir. Et surtout, à notre relation avec la démocratie. Une démocratie qui doit nous conduire réellement vers le développement et non la démocratie des compromissions, des blocages et surtout de la rhétorique vaine et stérile. Merci à vous, Agapit Napoléon Bafourékan. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce décryptage. Merci de nous avoir suivis et passez une très belle soirée.